Et du coup, on va laisser la place à notre dernier intervenant de la journée, qui est journaliste indépendant et photographe, qui a travaillé sur la question du chemsex depuis plusieurs années. Il a notamment réalisé, c'est comme ça que je l'ai connu, l'un des premiers dossiers sur le sujet en France pour le magazine Néon. Il est toujours disponible, il est vraiment intéressant, allez le lire. Alertant sur la montée du phénomène. Il est aussi bénévole à l'association Aide. Et plus récemment, il est l'auteur d'une enquête journalistique et intime qui tente de percer les mystères de l'homosexualité masculine. C'est un livre que je recommande aussi tout particulièrement. 4% du coup, Merci. En théorie. Courez chez vos libraires, il sera bientôt sold out. Il va faire une présentation de 20 minutes et ça sera suivi de 10 minutes de questions. Mathias, c'est à toi. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ajouterai une dernière casquette, c'est ex-chemsexeur, chemsexeur abstinent. Et c'est une phrase que j'ai eu beaucoup de mal à prononcer dans ma vie, parce que moi, justement, c'était pas comme les autres. Moi, je prenais pas vraiment de GHB parce que j'aime bien l'alcool, parce que je prenais pas de GHB, ça durait que 6-8 heures, donc pas 72. Donc bref, je slame pas, donc j'étais toujours à côté, moi je gérais justement. Et si je vous raconte ça en introduction, c'est simplement pour vous montrer justement le poids des représentations négatives qu'on peut avoir, y compris lorsqu'on est concerné. Et d'où le sens de cette présentation historico-sociologique du chemsex, sous l'angle du stigmate, de la représentation négative, de la honte associée, de l'exclusion, de la solitude, avec l'idée, alors l'idée c'est pas de dire oulala vous allez voir les PD on a des vies difficiles donc on prend de la drogue c'est normal, mais d'essayer de comprendre un peu comment le stigmate structure la question du chemsex, aussi bien en tant que cause, comment le chemsex peut être une forme de respiration communautaire, certains parlent d'utopie manquée, justement pour quitter ces stigmates, et comment il représente et il crée de nouveaux stigmates. Alors le portrait peut être un petit peu sombre dans ce que je vais dire, évidemment. Je ne fais pas un portrait type du chemsexeur. Chaque parcours individuel sera différent et on n'a pas besoin de reprendre tous les éléments que je vais citer. Je vous rassure, je serai rapide parce que tout a été quasiment dit de toute façon depuis ce matin. J'appelle ça une présentation, pour Fred c'est une introduction. Donc on va aller vite sur les premiers points du moins. Alors l'histoire, l'origine du chemsex, bon voilà, vous connaissez la définition, celle-là elle ne fonctionne pas. Sinon il y a 600 000 ans quand on a découvert la fermentation, on faisait déjà du chemsex. Il faut certains critères spécifiques. Le terme chemsex, le nom a été cité tout à l'heure, il a été forgé par un militant, un chemsexeur homosexuel, séropositif, David Stewart, qui est décédé en début d'année. D'abord, il a parlé des chems. C'était de la méthamphétamine. Mais il a forgé ce terme chems parce que déjà, on se différenciait. On n'était pas ces autres drogués. On recréait un autre sentiment de communauté et on fuyait un stigmate pour recréer une communauté. Et ensuite, il y a eu le terme chemsex. Voilà, et donc David Stewart, c'est quelqu'un qui a... Je vous invite d'ailleurs à aller sur son site, il est encore accessible, il y a plein de ressources. Et c'est quelqu'un notamment qui a formé aussi plein de professionnels. Ensuite, donc son expérience a essaimé un peu partout. Donc là, on est vraiment toute fin des années 90, tout début des années 2000. Alors, comment on le décrit? Est-ce que c'est un phénomène, une expérience, une scène, une problématique? Il y en a qui parlent d'infrastructures, qui disent le chemsex, c'est parcouru par des infrastructures. Donc c'est Ken Race, un sociologue qui parle de ça. Et vous allez voir qu'en fait, il reprend la définition. Il reprend la définition du chemsex, infrastructure chimique, numérique, et communautaire. Et puis il y a une quatrième infrastructure peut-être qu'il faut prendre en compte pour comprendre le phénomène dans son ensemble. C'est l'infrastructure économico-politique. Le chemsex n'arrive pas de nulle part, n'importe quand et n'importe où. C'est pas un hasard si ça s'est développé, notamment en Europe, notamment à Londres et notamment dans les années 2000. Alors on va passer très rapidement sur les premiers points. L'infrastructure chimique, on la connaît, il y a les 3 produits principaux du chemsex. Il y a toutes les autres molécules qui viennent accompagner ce phénomène. Donc là aussi, il a fallu qu'elles se croisent à un moment donné. Le GHB, GBL ou les catinones, ça existe depuis les années 20. Donc ça n'a rien de nouveau. Le GHB, c'était utilisé notamment dans le culturisme. Donc ce qui a changé, c'est l'utilisation
de ces produits, l'accessibilité de ces produits, ou notamment pour les catinones, pour le Crystal Met, c'était un produit qui était très cher au tout début, qui ensuite le prix a baissé. Les catinones, ce qui a changé, c'est que tout d'un coup, on a pu avoir dans les années 2010 facilement accès via évidemment une commande internet sur un site extrêmement accessible. Ça arrive dans la boîte aux lettres cachée dans un sachet de litière pour chat ou que sais-je. Et puis ensuite, la dernière étape que je situerais moi autour du Covid, c'est les dealers traditionnels qui, eux, ont intégré à leur menu ces produits qui avant n'étaient accessibles que sur Internet. Ils ont vu une demande, évidemment, ils ont proposé une offre. Alors, l'infrastructure numérique, il y a évidemment Grindr, mais ce n'est pas que Grindr. Grindr ou les applications de rencontres géolocalisées de façon plus large. C'est un peu plus large que ça. Alors, on va commencer par les applications. La hookup culture, comme on dit, c'est la culture du plan cul. Elle fonctionne sur ces applications. On peut y trouver les partenaires, mais aussi maintenant les produits. Soit parce que le partenaire a déjà le produit, soit parce que de toute façon les dealers ne se cachent plus. C'est compliqué de faire de la prévention chez Ed sur Grindr, mais vendre des produits, c'est pas si ça se trouve assez facilement. Donc bon. Dans cette hookup culture, il y a de la stigmatisation intracommunautaire aussi. C'est le fameux pas d'eux qu'on peut voir sur les applications de rencontres. Pas d'eux, alors pas de drogués, pas de gros, pas d'efféminés, pas de trans, pas d'asiates, etc. Donc toute cette culture d'exclusion qui peut être extrêmement violente quand on est au sein de la communauté et qui donc va nous rajouter une petite couche de stigmate, comme si on n'en avait pas assez, où on va se sentir exclu de notre propre communauté. Et donc évidemment, on va voir après où est-ce qu'on va rechercher cette communauté. Dans l'infrastructure numérique, il y a aussi évidemment le porno. Donc là aussi, le porno, c'est pas dire que c'est bien ou c'est mal. La question, c'est si notre représentation de la sexualité, et il se trouve que quand on est homosexuel, on n'en a pas eu beaucoup d'autres. Le modèle papa-maman fonctionne pas très bien. On n'a pas trop parlé avec les copains à l'école. Et donc, le champ des possibles se réduit. Et parfois, notre seul idéal, notre seule représentation possible, c'est effectivement ce qu'on voit dans le porno. Or, ce qu'on voit dans le porno, il n'y a pas énormément de moyens de le reproduire, souvent, sans passer justement par le chemsex. C'est sûr que si on veut avoir 12 partenaires pendant 8 heures, soit vous avez un bon producteur et qui fera du montage super, soit effectivement, vous faites du chemsex. Dans la vraie vie, c'est compliqué. Soit vous avez une certaine expérience et vous y allez doucement et à terme, vous y arrivez. Mais pas à 20 ans, évidemment. Donc le porno, là aussi, a un rôle central dans cette infrastructure numérique. Et puis, peut-être pour terminer sur Grindr, là je cite Hakim, donc c'est lui qui réfléchissait justement à l'infrastructure politique. Il s'intéresse au néolibéralisme et à l'absence de communauté. Et il nous dit Grindr, finalement, c'est un peu un échec, c'est un besoin de collectif, mais qui n'est pas totalement assouvi. Donc, on va aller sur Grindr pour aller vers la scène chemsex. Une fois qu'on est dans la scène chemsex, on va rallumer Grindr pour faire venir les autres partenaires, mais on est dans notre coin, et donc il y a quand même quelque chose d'assez dissociatif dans l'histoire, où on se retrouve seul, entouré de personnes, à essayer de créer du contact avec d'autres personnes pour les ramener. Donc on sent ce besoin de communauté, mais qui n'est jamais vraiment achevé. Et puis pour finir sur la structure numérique, c'est les médias. Là aussi, pour ajouter de la honte à la honte, il se débrouille assez bien. Soit on va en parler uniquement à travers l'angle du risque, du danger, donc on ne va jamais prendre en compte la dimension globale. Tout à l'heure, il parlait de plaisir. Bah oui, il faut à un moment parler de plaisir, parce que si vous expliquez que le chemsex, c'est juste de la drogue, c'est juste un problème de drogue ou juste un problème de sexe, on passe à côté du sujet, parce que déjà, c'est pas forcément un problème. Deuxièmement, c'est pas forcément la drogue le problème principal. Et troisièmement, c'est pas forcément du sexe qu'on vient rechercher, ou en tout cas qu'on vient rechercher en priorité. Donc voilà, les médias, il faut y faire attention. Quand on cite uniquement que les décès, qui sont réels, évidemment, on passe à côté de tous les autres risques qui existent, qui sont bien plus nombreux et bien plus complexes que ça. Et puis sinon, on s'y intéresse sous l'angle people voyeuriste, donc on ne va pas revenir sur l'affaire. Mais voilà, l'idée, c'était quand même de montrer que cette infrastructure, c'est à la fois une tentative d'expérimentation de création de liens et un outil qui peut pousser à plus d'isolement, à plus de stigmates et à plus de honte.
Alors, on va développer peut-être un peu plus sur ce point-là. L'infrastructure socio-économique. Jamie Hakim, lui, il a analysé un peu comment ça s'est développé. Il a dit, tiens, c'est marrant, ça s'est quand même développé dans les années 2000, dans une société particulière. Crise économique post-2008. Le chemsex apparaît avant, autour de 2000, mais il commence à grimper autour de 2010. Donc, c'est pas un hasard non plus. Lui, il dit, les lieux de sociabilisation LGBT+, à Londres, ils disparaissent. 2006-2017, moins 60% de lieux de sociabilisation, de sociabilité LGBT à Londres. Ceux qui restent ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut avoir un pouvoir d'achat pour aller se payer une entrée en soirée et des consos à 12 balles, alors qu'une entrée en partouze, ça ne coûte rien, et les produits, finalement, ça ne coûte pas si cher sur un week-end. Il faut avoir les codes pour y entrer. Tout le monde n'aime pas danser sur de la techno. Donc il y a plein de gens qui vont se retrouver exclus de ces quelques lieux qui restent. Et qu'est-ce qui reste comme sociabilité LGBT aujourd'hui ? Il peut rester le chemsex. En parallèle, 2009, apparition de Grindr. Donc on a une boîte qui ferme, une application qui arrive. Voilà, les codes, j'en ai parlé. Et donc le chemsex, là aussi, c'est une contre-culture, en tout cas Jamie Hakim le voit comme ça, c'est une contre-culture qui va chercher à recréer du lien là où le monde n'en a plus. Sur cette infrastructure aussi, il y a les questions de migration qui sont à penser évidemment, la migration au sens large. Un jeune homosexuel qui arrive dans une nouvelle ville, il est en absence de communauté. Il peut la retrouver via les applications, et via les applications, il va retrouver la communauté chemsex. Ça peut être une migration plus large, une personne qui justement n'a pas forcément tous les codes de la communauté LGBT française, qui parfois ne maîtrise pas la langue, etc. Quelle scène va l'accueillir s'il respecte un certain nombre de critères physiques et qu'il prend certains produits? La scène chemsex ne va pas lui demander ses papiers ou s'il parle bien la langue. Ce n'est pas la question. Donc là aussi, c'est un endroit qui peut être vu pour beaucoup comme un refuge contre l'isolement, et donc un moyen de vivre son identité ou une de ses identités. Et donc ce que nous dit Hakim, c'est le but, c'est peut-être d'inverser le paradigme. C'est oui, le chemsex, c'est aussi une incarnation à l'intérieur de nos corps des normes de notre société néolibérale. Oui, c'est de l'hyperconsommation. Oui, c'est de l'hyperproductivité. C'est de l'individualisme compétitif, etc., appliqué à la sexualité. Mais c'est aussi l'inverse. C'est aussi le fait de créer des espaces où on va produire des modes de solidarité queer, des modes de confiance, des modes de connexion. On va essayer de les produire, en tout cas, à un moment où la conjoncture autour de nous rend justement ça impossible. Et donc, c'est une contre-culture qui est là pour recréer du lien. On peut être ensemble, même si c'est pour scroller sur Grindr. On peut avoir des échanges ultra intimes et ultra profonds, même si on ne s'en souvient pas très bien le lendemain. On a essayé de créer cette petite bulle, cette petite utopie. On est bon ? La dernière infrastructure, qui est l'infrastructure communautaire, évidemment, qui est la plus importante. David Stewart, en 2019, il a fait une publication où il essayait de résumer un peu ok, le chemsex, c'est quoi? On va reprendre la définition de base, parce que tout le monde raconte un peu n'importe quoi. Et il a décrit pourquoi ça concerne un public gay. Et lui, il nous dit, il y a plein de choses qui vont impacter l'identité et la sexualité d'un homosexuel, beaucoup de choses qui remontent très loin dans le temps, le regard de la société, oulala, c'est dégoûtant les homosexuels, les attitudes culturelles et religieuses à l'égard de l'homosexualité, et évidemment le traumatisme et la stigmatisation qui sont liés à l'épidémie de VIH, la révolution technologique, on en a parlé, une culture du rejet qui est assez propre à la communauté gay, née des applications de rencontres, toutes les questions aussi liées aux applications de rencontres, telles que est-ce que je sais me marketer, entre guillemets, est-ce que je sais me commercialiser, est-ce que j'ai les bons codes pour justement intégrer cette communauté, est-ce que je sais exactement ce que je veux, là, tout de suite, show now, ok, mais pourquoi? Alors oui, d'accord, il faut avoir le menu, parfois, dans les 3 minutes à dérouler, si on veut avoir accès, donc tout ça va très fortement, tout simplement, impacter notre capacité à prendre du plaisir, à jouir. Et donc, de tout ce qui précède, nous dit Stewart, on va forcément avoir cette notion de danger, de risque, de représentation négative qui sera associée au sexe gay, à l'homosexualité en général, et qu'on va intégrer, on va intérioriser, hein, c'est la fameuse homophobie intériorisée,
et qui va entraver notre capacité à jouir pleinement. On peut parler dans les spécificités de la sexualité gay, évidemment la question de la pénétration. Beaucoup de gays n'aiment pas ou n'arrivent pas à être pénétrés. Ça, c'est une phrase qui surprend beaucoup. Eh bien oui, avec le chemsex, on y arrive. Forcément, quand on est sous anesthésiant, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup de gays, comme beaucoup d'hommes, ont des problèmes d'érection. Sur la scène chemsex, de toute façon, on sait que ça fait partie du jeu. Puis sinon, il y a les Viagra. Donc toutes ces questions-là, en fait, on les zappe. Et donc on va directement au cœur du sujet, si je puis dire, avec tous les risques que ça peut impliquer. Et donc, ce que nous dit Stuart, c'est que quand le chemsex représente un problème, là je vais vraiment le citer, ce ne sont pas les drogues elles-mêmes qui sont le problème premier. Dans les circonstances présentes, les drogues représentent plutôt une solution, un outil destiné à régler ces problèmes. Donc c'est à la fois la conséquence de certaines problématiques communautaires et la réponse trouvée à l'absence ou au manque de communauté. Alors ces difficultés, elles ont évidemment des effets. On va pas revenir aussi là sur ces chiffres. Ok, alors on va pas revenir effectivement sur ces chiffres. Je vais juste citer peut-être d'autres chiffres. Il y a le psychiatre Jean-Victor Blanc qui a sorti une petite étude. Il y a 71 personnes dans sa cohorte, donc c'est vraiment son public de chemsexeurs en difficulté. Donc. Mais ce qui est intéressant, il nous dit que 82% de sa cohorte présentait au moins un trouble de santé mentale, dont 59% anxiété, 27% dépression, 31% hypersexualité, 31% reportent des abus sexuels subis dans l'enfance, on y revient. Le chiffre n'est pas énorme quand on se dit que c'est aussi la proportion d'abus sexuels chez les jeunes gays. Donc finalement, ce qui se passe sur la scène chemsex, c'est aussi ce qui se passe dans la communauté homosexuelle. Et il nous dit, par ailleurs, je ne développerai pas parce que je ne suis pas psy, mais je trouvais ça très intéressant, 89% des participants présentaient un style d'attachement insécure, qui peut être à la fois cause et conséquence de l'exclusion et du problème. S'il me reste 5 minutes, on va peut-être aller un peu plus vite. Ouais, on va avancer. Voilà, donc c'était Stuart qui parlait du Chemsex Club et qui disait dès le début, on s'est déplacé vers les saunas. Aujourd'hui, on est passé des saunas aux espaces privés, où la consommation est évidemment encore plus simple, la consommation sexuelle et de produits. Mais nous avions un point commun, ça nous a unis et on a créé un club. Alors, on avance. Le poids du VIH, alors j'ai pas mis les guillemets ici, ils sont sur ma feuille, sur le deuxième sida. Évidemment, c'est une expression qui fait débat. L'idée n'est pas de comparer deux phénomènes qui n'ont rien à voir. L'idée, c'est simplement de regarder qu'il y a quand même quelques points communs dans cette problématique. Déjà, tout le monde s'en fout tant que ça concerne une petite poignée d'homosexuels, comme à l'époque du VIH. Ensuite, on a un phénomène qui est en expansion, c'est-à-dire qui se répand comme une épidémie. Et puis, en fait, je pense tout simplement que c'est la plus grave crise sanitaire qui touche aujourd'hui les HSH depuis l'épidémie de VIH-Sida. Donc, voilà, on ne compare pas de phénomènes, mais il faut s'intéresser à la question du VIH quand on sait que... Alors, attendez, hop, je vais un peu vite. Quand on sait que dans la scène chemsex, on a à peu près un tiers de personnes séropositives, un tiers de personnes VIH sous PrEP et un tiers d'autres personnes qui ne connaissent pas leur statut ou qui sont séronégatifs sans PrEP. Donc il faut s'interroger sur la surreprésentation évidemment des personnes séropositives, mais pas forcément uniquement en regardant l'impact du chemsex sur la transmission du VIH, mais aussi en regardant justement l'impact du VIH sur la pratique du chemsex. Et c'est là qu'on va voir justement tout ce que la sérophobie et toute l'angoisse globalement du VIH peut entraîner sur nos sexualités. Alors la sérophobie, t'es clean, on n'a pas besoin d'être bilingue pour savoir que si on est séropositif, le terme n'est pas très positif, plutôt péjoratif. Et puis il y a toutes les angoisses avec lesquelles un jeune homosexuel a grandi, en tout cas un homosexuel de ma génération, la négociation des méthodes de prévention. Si on est séropositif, la question de la révélation ou non de son statut, le rejet sérophobe au sein de notre propre communauté, la peur de la contamination, de celle qu'on peut apporter ou de celle qu'on peut recevoir, et même aujourd'hui, même avec la PrEP, même avec le TASP, ces angoisses-là, qui se sont construites pendant 40 ans, elles sont toujours présentes. Elles sont peut-être diffuses, elles sont peut-être inconscientes, mais elles sont en nous. Et donc ça aussi, ça impacte
notre capacité à jouir pleinement de nos expériences. Et là aussi, la scène, chemsex, va être une réponse pour se réapproprier, pour tenter de se réapproprier sa sexualité. On ne nous demande pas notre statut sérologique sur une scène chemsex. La question de la négociation n'existe pas, puisque tout se fait quasiment barbac. Donc c'est vraiment là aussi un endroit où on est sorti de la question du sida d'une certaine façon. Voilà, mettez des guillemets sur cette phrase, mais on peut aussi le voir comme ça. Et puis, peut-être pour 2 minutes ? Ouais, allez, 2. Ken Weiss, il s'est intéressé, alors c'était avant le chemsex, en tout cas avant l'explosion du chemsex, mais il a aussi regardé justement ce que faisaient les drogues, et il a dit, mais finalement, c'est de la médication. Alors lui, il a parlé de discopharmacologie, mais il dit, et on en parlait aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence à travailler sur les psychédéliques, notamment sur toutes les questions de dépression et d'addiction aussi un peu. Et la kétamine, ça peut nous aider à nous réconcilier avec l'idée de la mort. L'ecstasy et la MDMA, ça peut nous aider à retrouver de l'intensité relationnelle, du contact physique, de l'empathie, de la parole. Le cristal, ça dilate le temps, donc ça nous rajoute du temps, alors que potentiellement notre statut sérologique, inconsciemment, nous donne l'idée qu'on en a de moins en moins. Et donc tout ça, tous ces produits permettent de retrouver du sens, permettent de retrouver ses capacités d'érotisme, permettent de se renarcissiser, et donc d'améliorer la confiance en soi, sa vitalité. Et puis, pour peut-être finir sur cette partie-là, on n'a pas eu besoin d'attendre le VIH pour se dire que nos sexualités ou nos identités étaient malades. Le VIH est arrivé à partir du moment où on n'était plus des malades, on l'a été pendant 150 ans. Avant, on était juste des pécheurs romains de Satan, je ne sais pas ce qui est le mieux, mais en tous les cas, on a grandi avec cette idée, ces représentations qu'on a intégrées, négatives sur nous-mêmes. Alors, les conclusions, très vite. Je ne vais pas vous redonner tout ce qui a été dit et que vous savez mieux que moi, mais par exemple, tout à l'heure, Hélène parlait d'un questionnaire. C'est très bien de le diffuser. Ce qui va être aussi essentiel, c'est la façon dont on va le diffuser. Et il faut être capable d'accueillir la réponse je fume un paquet de clopes par jour de la même façon que je me fais fister avec injection d'alpha-PHP, même si vous ne savez pas ce que c'est. Parce que si vous faites un ouf ou un c'est dangereux monsieur, évidemment que la personne ne revient pas dans le soin. Donc ça c'est extrêmement important. Comprendre les problématiques communautaires, comprendre aussi parfois les problématiques individuelles. Je vais donner le cas d'un ami. Il allait voir un médecin. On lui a donné un antidépresseur et on lui a dit comme ça, attention, celui-là, il peut être dangereux avec ce que tu prends, donc comme ça, tu vas arrêter. Vous savez quoi ? Il a ripé. Et il s'est mis en danger. Et là, aujourd'hui, le médecin qui va voir, c'est un médecin qui lui a dit « Je t'accompagne dans ton arrêt, mais si jamais tu ripes, au moins, voilà, ton médicament ne te met pas en danger. » Il y a encore des soignants qui fonctionnent comme ça. C'est évidemment souvent des soignants qui ne connaissent pas la problématique du chemsex, évidemment. Et puis, il y a ce besoin aussi, peut-être de recréer de la communauté dans le soin, c'est-à-dire qu'on puisse savoir qu'on va aller dans un endroit où toutes nos pratiques et nos identités, quelles qu'elles soient, et là il y a plusieurs strates, le parcours d'un jeune gay n'est pas le parcours d'un jeune gay trans, qui n'est pas le parcours d'un migrant. Donc il faut aussi connaître toutes ces problématiques et tous ces stigmates qui sont différents pour pouvoir réussir à accompagner, parce que oui, quand on met un pied dans le chemsex, évidemment on peut glisser, riper, chuter, tomber, mourir, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, quand on y va, c'est surtout pour vivre. Merci beaucoup. Merci Mathias. Hop. Merci beaucoup. Des questions ? Pas de questions ? Tout a été dit. Vas-y donc, t'as tout dit. Et moi qui n'avais même pas préparé de questions, en pensant que il y en aurait. Je vais aller profiter du soleil. C'est très clair. Merci. Bon, merci. Du coup, pour la conclusion, Nathalie Tourette, coordinatrice générale du Corévi Occitanie. Merci Vivien. Bon, cette première partie se termine. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes. Je vais vous demander, pour les personnes qui s'arrêtent là, de jouer le jeu, de nous remettre le questionnaire de satisfaction, s'il vous plaît.
Pour tous ceux qui vont au cinéma, c'est à 18h. On vous attend dès 18h au Diagonale. Et pour les autres, on vous dit à demain. Je passe la parole à Guy Molinier. Juste un petit mot pour faire part de l'agenda qui arrive là. Dans 15 jours, tous et toutes, vous savez que c'est la journée mondiale. Dans 15 jours, tous et toutes, vous savez que c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Donc on espère que tous et toutes, vous serez dans la rue ou sur les stands ou autres pour travailler dans ce sens-là, parce que c'est une journée de lutte. Pour nous, sida, c'est donner le leadership aux communautés. C'est hyper important. Donc donner le leadership aux communautés, ça veut dire qu'on donne les moyens financiers aux associations communautaires de pouvoir travailler sur le terrain. Et aussi que c'est combattre les lois stigmatisantes et discriminatoires envers les personnes. Et à ce type-là, le 11 décembre va être discuté à l'Assemblée nationale le projet de loi Asile et Migration avec peut-être une remise en cause de l'AME et du DACEN. Le Correvie est signataire de l'appel des 10 choix politiques pour en finir avec le sida. Ce collectif des 10 choix politiques pour en finir avec le sida se mobilise actuellement par rapport à ce projet de loi, a interpellé le gouvernement et les députés justement par rapport à l'AME. Vous pouvez, vous aussi, interpeller vos députés justement par rapport à ce projet de loi. On le refuse. Des médecins vont se signer une pétition, se mobilisent justement en disant que si la loi est appliquée, ils refuseront de l'appliquer. Il y a une pétition du collectif Notre Santé en danger qui a signé. Donc voilà, pour ça et tout, c'est maintenant qu'il faut tous et toutes se mobiliser pour éviter que cette loi de la suppression de l'AME passe. Si l'AME doit être supprimée, il faut qu'elle soit intégrée dans le régime général, pour tous et toutes.